Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Monsieur Clavicule et on se retrouve pour le 6e interview autour du documentaire sur l'avenir de l'ostéopathie. Pour tous ceux qui l'auraient raté, je vous remets le lien ici, allez le voir peut-être avant de regarder ce nouvel interview. Aujourd'hui, on accueille Bertrand Bourriaud qui est ostéopathe DO, mais surtout directeur de l'école d'ostéopathie, le CESO Paris. Je suis très content de recevoir un directeur d'école car on a pu parler de l'évolution de l'enseignement dans les écoles d'ostéopathie en France et notamment dans la sienne. Est-ce qu'il y a eu vraiment un changement? Est-ce qu'ils essaient d'apporter plus de science? Est-ce que certains concepts, peut-être certains dogmes ont été abandonnés? Bref, on va voir tout ça dans cette interview avec Bertrand. On va parler aussi de l'avenir de la profession. Cette thématique sur l'enseignement était pour moi indispensable pour parler de l'avenir de l'ostéopathie. C'est pour ça que je remercie Bertrand de m'avoir accordé son temps et cette interview. Donc, je vous laisse l'écouter tranquillement en version podcast audio dans votre voiture si vous voulez, ou tranquillement chez vous devant votre télé, écran d'ordinateur. Et on se retrouve juste après cette interview. À tout de suite. Que penses-tu de l'émergence du courant scientifique EBP face au courant traditionnel en ostéopathie? Alors je pense que les deux courants, ils ont toujours cohabité, ils ont toujours coexisté. Maintenant, il y a beaucoup plus de courants, on va dire, scientifiques qui est en train de prendre un petit peu le dessus, parce que faut pas oublier qu'il y a 20 ans, on était un exercice illégal de la médecine, donc forcément, il y avait beaucoup plus de difficultés d'accès à la recherche, à des laboratoires, des universités, et même créer des équipes avec des chercheurs, alors que maintenant, c'est beaucoup plus facile. Et pour paraphraser Marco Gabouty, utiliser maintenant la science comme outil, c'est rendre service à style et rendre hommage à style, parce que je pense qu'il l'aurait fait en son temps. À l'époque, il était contemporain d'une période où il y avait que la médecine allopathique, et lui a voulu, via la science, trouver autre chose, et c'est comme ça qu'il crée l'ostéopathie. Pourquoi vouloir évoluer vers une ostéopathie plus scientifique? Alors, faut surtout pas dénigrer ce qui a été fait auparavant. On prend l'exemple, par exemple, moi je suis breton, on prend l'exemple des navigateurs. La Terre était plate avant, pourtant les navigateurs ils partaient super loin, ils se cassaient pas la figure, ils ont exploré, découvert plein de régions, plein d'horizons. En ostéopathie c'est pareil, on pensait qu'il y avait des choses qui étaient possibles, qui étaient efficaces. On s'aperçoit peut-être qu'avec la science elles sont pas forcément efficaces, ou alors elles s'expliquent différemment du modèle explicatif par exemple qu'il y avait auparavant. Donc c'est ça qui est intéressant. Pourquoi il faut faire de la science? Parce que on dit bien que la vie c'est le mouvement, tout évolue, on est une médecine à part entière, et pour une médecine c'est important d'évoluer avec les outils actuels, et si on n'évolue pas, on stagne, et la grande difficulté c'est de dire que si on reste dans cette tradition, on va dire, mais sans bouger de cette tradition, on reste dans le bien-être, on va dire, versus l'évolution, comme la médecine a évolué, on arrête de saigner les gens, les arracheurs de dents ne sont plus les dentistes, on a modifié ça, et donc maintenant on veut être une profession de santé, et donc utiliser les outils actuels pour vraiment prouver scientifiquement que ce qu'on fait, c'est efficace. Et même, pour aller encore un peu plus loin, c'est un peu pompeux on va dire, mais tout ce qu'on appelle les essais randomisés, effets cliniques randomisés, c'est pour vraiment certifier que ce qu'on est en train de faire, ça s'applique au plus grand nombre et c'est significatif. C'est pas uniquement du fait du hasard. Quand je fais quelque chose dans mon cabinet, ce qui est important de voir, c'est que je ne répète pas du hasard, et du coup, je serai un magicien parce que j'arrive pas à l'expliquer. Quand je fais quelque chose, le hasard qui se reproduit plusieurs fois, je vais tenter de l'expliquer. Il y a une explication scientifique, donc c'est plus du hasard, c'est vraiment de la science. Peut-on garder notre manualité et notre tradition tout en validant notre expertise avec des preuves scientifiques? Oui, tout à fait, parce que la tradition, on l'aura toujours, vu que la tradition d'un ostéopathe, c'est une thérapie manuelle, et on met la main et la continuité du cerveau. On pose des questions à l'anamnèse, et on va élaborer des hypothèses diagnostiques qui seront confirmées ou infirmées par la main. Donc la main, on aura toujours besoin. Il y a un test très spécifique en ostéopathie, le Spring Test, est un des tests les plus précis, les plus efficaces, qui permet d'apprécier la qualité de rebond au niveau du rachis lombaire, thoracique. Ce test-là, on sait qu'il est efficace, on va le reproduire, on peut pas enlever la main pour le faire. Donc la tradition ostéopathique, on pourra jamais s'en séparer. Donc c'est vraiment l'essence même de notre profession. Est-ce que les attentes des étudiants ont évolué ces dernières années avec une plus grande demande de preuves scientifiques? La finalité des études, c'est d'avoir un cabinet. Donc l'étudiant, il veut un cabinet qui tourne, et pour que le cabinet tourne, il faut qu'il soit efficace. Et comment il peut être efficace? Uniquement parce qu'il a appris des techniques de raisonnement, des outils cliniques qui lui permettent d'être efficace sur un patient pour une prise en charge optimisée. Par contre, ce qui a changé, c'est vraiment les outils qui sont à sa disposition. Donc en effet, l'étudiant, via Internet, les réseaux sociaux, dans tous les sens, il n'y a pas que des fake news évidemment. Heureusement, il y a beaucoup de données qui sont très intéressantes et consultables par tout le monde.
Donc c'est évident que l'étudiant, il a beaucoup plus d'accès à ces données-là. Donc forcément, ça va hisser le niveau de la formation parce que l'enseignant, qui est son référent, qui va diluer son savoir aux étudiants, il faut forcément qu'il soit à niveau pour pouvoir enseigner aux étudiants. Il y a cet accès aux informations qui n'était pas possible auparavant. Avant, il fallait lire dans un bouquin. Si on n'avait pas la bibliothèque, on n'avait pas accès aux informations. Maintenant, via les réseaux sociaux, on a ces données-là. Donc quand on entend quelque chose qu'on va essayer de vérifier avec un outil très simple, je prends mon smartphone, je vérifie ce qui m'a dit article, je vois rien, on va questionner le prof. Donc forcément, ça hisse le niveau de la formation vers le haut. Nous, je sais que dans l'école au CESO Paris, on a évolué depuis 10-15 ans sur toutes ces techniques de développer la recherche en ostéopathie pour prouver l'efficacité. On dit bien qu'une profession, pour définir une profession, il faut des professionnels, il faut des étudiants, il faut de la recherche. En ostéopathie, des professionnels, il y a plein d'ostéopathes. Des étudiants, il y en a plein, il y a plein d'écoles, plein d'étudiants qui sont diplômés, mais de la recherche, il n'y en a pas beaucoup. Donc, pour être précurseur un petit peu et faire avancer la profession, il fallait développer la recherche. Et pour développer la recherche, il faut un esprit critique, des outils d'analyse d'articles, des méthodologies scientifiques, et créer des cohortes avec des médecins, des laborantins, des universités, pour avoir des outils qui soient à notre portée et qu'on puisse utiliser pour prouver enfin l'efficacité de l'ostéopathie et pas dire je vais voir un ostéopathe, c'est de la magie. Non, il n'y a pas de magie. Le hasard qui se répète, c'est pas de la magie. Le hasard qui se répète, c'est on va étudier scientifiquement et ok, il y a une explication et on peut la donner. Du coup, c'est rassurant même pour le praticien de se dire que ce que je fais, ça a un sens et je sais que je vais faire cette chose-là avec cet effet-là qui est attendu. Comment le CESO Paris a-t-il fait évoluer son enseignement avec cette poussée de l'EBP ? Comme dans n'importe quelle entreprise, en l'occurrence en école d'ostéopathie, on a une veille de littérature, une veille scientifique, c'est-à-dire qu'on a des ostéopathes qui sont formés pour voir qu'est-ce qui sort à tel moment, qu'est-ce qui sort, enfin toutes les semaines, tous les mois, ils vérifient un petit peu ce qui est mis à jour. Et ça permet d'éduquer un petit peu les enseignants aussi en disant on vérifie le programme des enseignants, est-ce qu'ils ont mis à jour leurs données pour les enseigner aux étudiants, et ça nous permet aussi de faire des réunions avec tout le corps enseignant pour leur dire tiens, à partir de maintenant, il y a ça qui est sorti, il faudra essayer d'appliquer ce modèle-là, et il y a ça qui est en train de sortir, on verra comment on pourra l'utiliser celui-là à ce moment-là. Donc forcément, cette veille de littérature et cette veille scientifique permet de hisser le niveau des enseignants et du coup, par définition, des étudiants ensuite. Avez-vous retiré certains modèles et ou techniques controversés de l'enseignement en ostéopathie ? Tout ce qui est prouvé scientifiquement est enseigné. Tout ce qui est réfuté scientifiquement n'est pas enseigné. 10% ce qu'on connaît à l'instant T, ça représentait 100% à l'époque. Donc on a tout oublié des 90% parce que ça a été réfuté ou alors c'est pas utilisé. Donc c'est intéressant de donner le maximum de données scientifiques à un instant T pour en restituer 10% qui seront encore valides dans 10 ans. Le modèle biopsychosocial est-il enseigné dans votre école, le CESO Paris ? Alors ce modèle-là, il émerge d'un point de vue public ces derniers temps. Il est né dans les écoles et dans la profession depuis pas mal d'années, plus d'une dizaine d'années maintenant. On avait Laurent Fabre, Marco Gabuti, Géry Rodi qui utilisaient ces modèles-là et qui les ont appliqués à l'enseignement il y a plus d'une dizaine d'années. Et en effet, ces outils nous permettent de mieux comprendre le patient. Les neurosciences de la douleur, on est parti d'un modèle où on était motif de consultation centré, et maintenant on est patient centré. C'est de faire, nous, c'est qu'on donne tous les outils aux étudiants pour qu'ils essayent de les utiliser au maximum. On parle évidemment des drapeaux psychosociaux, on limite les effets nocebo, on parle de l'éducation thérapeutique, on veut que le patient soit acteur de sa santé, et je parle pas sans rentrer dans le détail, des douleurs nociplastiques, toutes ces données-là qui sont importantes pour l'étudiant, pour qu'il ait plein de cordes à son arc et pour qu'il puisse traiter les patients avec les meilleurs outils possibles. Une ostéopathie plus scientifique est-elle nécessaire pour une meilleure reconnaissance auprès des pros de santé ? C'est évident pour moi parce que avant on était un petit peu en marge du système de soins. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de reconnaissance. Et pourquoi il n'y avait pas de reconnaissance ? Parce qu'il n'y avait pas de recherche et il n'y avait pas de validité scientifique de ce qu'on faisait. Maintenant, quand on parle de recherche, on parle forcément d'équipes, des équipes de recherche. Université, laboratoire, chercheurs, laborantins, médecins, ostéopathes maintenant. Donc c'est qui est bien. Et vu qu'on parle le même langage, parce qu'on a un discours scientifique, on a la même méthodologie de recherche, on parle ce discours commun pour amener la profession à être la plus efficace possible et avoir la meilleure prise en charge possible des patients. Comment vois-tu l'avenir de l'ostéopathie dans les prochaines années ? Moi j'aime bien la vie actuelle, donc je vais pas trop me projeter sur les 10 prochaines années parce que ce qu'on vit, ça bouge dans tous les sens et c'est vraiment fabuleux ce qu'on vit pour l'ostéopathie. Mais si j'avais un vœu, ce serait qu'on se rapproche de plus en plus de l'université. Pas pour donner tous les cours évidemment à l'université comme ça pourrait se faire, et on a vu que le modèle n'était pas efficace en Allemagne et en Belgique, mais pour vraiment avoir des
des mutualisations de ressources humaines et d'outils de recherche entre les écoles d'ostéopathie et l'université, pour vraiment qu'on fasse avancer la profession un peu plus. Et tout ça pour dire, s'il y avait un vœu pieux, ce serait de dire qu'on n'est plus une profession de la santé, mais une profession de santé. Voilà, un interview passionnant de Bertrand, directeur du CESO. J'espère que vous aurez appris des choses. On voit que ça bouge dans les écoles, c'est en train de vraiment avancer. Donc c'est très encourageant pour le futur de l'ostéopathie. Les enseignants, les formateurs, les directeurs d'école sont en train de vraiment faire bouger les choses. Et on sait que ça part de là, c'est la base. Donc ça va être vraiment un souffle nouveau pour les futurs ostéopathes qui pourront aussi évoluer dans ce sens-là et dans ce courant-là. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit rituel, un petit pouce bleu vers le haut, vous abonnez à la chaîne Monsieur Clavicule, activez la cloche et on se retrouve très vite pour le 7e interview. On va encore une fois changer de registre, mais ce sera tout aussi intéressant. Allez, on se retrouve bientôt. Bye bye.